Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. C'est parti pour une heure de direct avec mes invités. On va parler bien entendu de l'évolution de la pandémie du coronavirus et des derniers développements. On répondra à plusieurs questions. Où en est la situation au niveau de nos hôpitaux? À quel point les mesures prises sont-elles efficaces et quelles sont les lacunes qu'on devrait rattraper justement dans la prise en charge? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le Covid-19? À quel point sommes-nous immunisés? Et qui sont les sujets vulnérables? On reviendra également sur les premiers résultats des traitements à l'hydroxychloroquine qui ont commencé chez nous et qui semblent avoir des résultats positifs. Voilà en gros les questions que nous allons aborder avec mes invités. Et pour en parler justement, j'aurai le plaisir de recevoir le professeur Ketchi. Vous êtes chef de service par intérim de pneumologie physiologie à l'hôpital de Louiba. Bienvenue. Bienvenue, merci. J'aurai également le plaisir de recevoir le professeur Rachida Wamer, elle est chef de service de la réanimation à l'hôpital de Baïnem à Alger également. Elle vient de sortir des urgences, elle va nous rejoindre au courant de cette émission. Et j'aurai également tout à l'heure par Skype et depuis New York le professeur Jaballah Hakim, spécialiste en virologie et en cancérologie. Il est également ancien directeur de l'Institut Pasteur de Séoul en Corée du Sud. On va parler bien entendu de l'évolution de la pandémie du coronavirus chez nous, mais on va, avant peut-être de nous intéresser à la maladie en elle-même, ouvrir une parenthèse sur l'actualité qui a été marquée aujourd'hui par la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à plusieurs infrastructures justement hospitalières, notamment le CHU de Bni Messous. Il a été également à la pharmacie centrale des hôpitaux. Il a également fait un déplacement au niveau du comité scientifique de suivi de la pandémie. Il en ressort de cette visite plusieurs informations que nous allons essayer de développer avec mon invité pour l'instant. Le professeur Wamer va nous rejoindre d'un moment à l'autre, nous l'attendons. Le chef de l'État a constaté donc de visu la situation au niveau donc du CHU de Bni Messous, mais aussi la prise en charge des malades atteints par le Covid-19. Il rappellera que la situation est maîtrisée. Qu'en pensez-vous, professeur Ketchi? Bon, d'abord, bonjour, merci pour l'invitation et mes salutations à toute la population algérienne et en Algérie et à l'étranger, du moment que c'est une chaîne qui est plutôt plus destinée à l'immigration algérienne. Voilà, et donc c'est une opportunité qui me permet de s'adresser directement en Algérie et en dehors de notre territoire national qui est très cher, en fait, ce sont nos compatriotes qui sont très chers pour nous. Alors concernant la situation maîtrisée, j'imagine que globalement la réponse est oui, mais avec circonspection. Je pense qu'on doit rester quand même prudent. C'est que effectivement, je pense que l'Algérie elle a pris des mesures assez précoces par rapport à d'autres pays, particulièrement en Europe. J'insinue clairement aux pays de la rive nord du Méditerranée, essentiellement l'Italie, la France et l'Espagne, où la pandémie a vraiment fait ravage. Et je pense que l'Algérie, les mesures qu'elle a prises d'une façon précoce donnent des résultats. C'est qu'en fait, on arrive à limiter la propagation de la maladie à certains niveaux, que je pense il reste quand même difficilement, mais reste contrôlable quand même. Et je pense qu'on doit rester prudent. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas avant, oui, qu'on n'a pas assez de données, que les recherches nous apportent chaque jour des éléments de nouveau, des éléments supplémentaires. Et d'ailleurs, même la durée de la maladie n'est pas encore connue, à quel moment elle va disparaître. Et donc, par conséquent, je pense que je garde... On apprend à faire à mesure, je garde prudence. À faire à mesure du développement de la pandémie. Le chef de l'État a rappelé, notamment au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, la nécessité, c'est un point qui a été relevé par plusieurs professionnels de la santé, il a rappelé la nécessité d'acheminer les équipements médicaux et les moyens de protection contre le coronavirus à l'ensemble du territoire national. Il a parlé particulièrement des régions enclavées et le Grand Sud qui ne doivent pas se sentir isolés, a-t-il déclaré. Je vous propose d'écouter sa déclaration. نستغل الفرصة ونبعث طيارة تجيب لي في هالظروف لازم
un centre au moins lésé. Il lésé déjà à quelques centaines de kilomètres à la Tamarasset, mais il faut un centre في Tamarasset. Tamarasset باش يعطي التيمياوين تنزواطين تيمياوين يعطي لازم هادو يوصل كل شبر من التراب الوطني. صح ما فيش إصابات كبيرة في الجنوب، ولكن الوقاية خير من العلاج. ما يحسوش بروحهم معزولين بالنسبة لباقي الوطن. إذا كان اقتضت الظروف خبرونا، خبروا السيد وزير الصحة وزير المنتدب للصناعة الصيدلانية، احنا قادرين نجهزوا طائرات صغار ببروند دي فوكار ويفي لا نافيت، يحط في ليزي، يحط في طمراسة، من بعد يمشي يحط في تيمياوين تنزواطين ويواصل معها حتى لتندوف أضرار إلى آخره. نوصيكم برك يعني الظروف هذه تقتضي باش نستعمل كل وسائل اللي موجودة عند الدولة بما فيها الطائرات. ربما طائرة من نوع صغيرة يعني تمشي ولو حاملة قنطار ولا زوج قناطر ما يهمش، صحة المواطن تقتضي باش الطائرة تمشي وتديه. إذا سيد الوزير سيد أحمد faut pas hésiter. Chaque fois que vous avez un colis d'urgence envoyé مانيش عارف dans toutes les localités de l'extrême sud ولا du sud ولا les wilayas enclavées جلفة الغواط البيض هادو pas de problème نبعثوا قرابية. Alors, professeur Kutfi, qu'en pensez-vous? Certainement, je pense qu'il y a deux volets. D'abord, il y a un volet qui est purement santé, où c'est nécessaire, où les moyens de protection sont capitaux dans la prise en charge de ces maladies, surtout dans la protection du personnel de santé. C'est que, en fait, le personnel soignant, s'il n'est pas protégé, il n'arrive pas à prodiguer des soins de qualité parce qu'en fait, en réalité, il pense à lui-même ou il pense à son patient. Ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas bien protégé. C'est pas évident pour qu'il puisse exercer son travail correctement. Donc, en fait, les soins, les moyens de protection sont nécessaires pour le personnel soignant. Maintenant, pour y voler certainement... Ça, on a besoin aussi de protéger nos médecins parce qu'on a besoin d'eux en temps de pandémie. Bien sûr, c'est clair. Actuellement, c'est le personnel soignant, d'ailleurs, que je salue à travers votre chaîne, c'est que votre télévision, c'est que ce sont des personnes qui sont au premier rang devant cette maladie qui est dangereuse réellement. Donc les moyens de protection, je pense que c'est très important et j'insiste beaucoup parce qu'en fait on est en face des malades réellement sur le terrain et on sent ce problème quotidiennement. Et je pense que là d'abord il faut avoir des moyens de protection, mais il faut avoir aussi une gestion rationnelle de ces moyens. Il ne faut pas qu'il y ait une déperdition qui peut éventuellement mettre les moyens de protection dans des endroits où ce n'est pas nécessaire alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Autre chose, il y a certainement qu'il y a un volet politique dont je ne me mêle pas trop. Moi, je suis un professionnel de santé, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est très bien parce que le président de la République, il veut parler de solidarité nationale, d'un élan national qui doit toucher les Algériens là où ils sont. Absolument. Et il y a un État derrière. Il a d'ailleurs salué le travail remarquable que font les équipes médicales. Il a également rappelé, puisque vous en parlez, la solidarité du peuple algérien dans cette crise. Je rappellerai brièvement les autres points peut-être phares de cette visite. Le chef de l'État a rappelé l'engagement à revoir le système national de santé, l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la santé. Il a même rappelé que la grille des salaires va être revue, en rappelant toutefois que le plus important c'est de surmonter la crise que nous traversons. Le chef de l'État a également rappelé l'éventualité, ça c'est un point très important aussi, et c'est une ancienne revendication, l'éventualité donc de supprimer prochainement le service civil pour les médecins, précisant que ceux qui voudraient l'exercer dans le Sud auront le double du salaire. Alors qu'en pensez-vous, professeur Kutfi? D'abord pour la première partie ou pour la deuxième partie les deux brièvement. Les
deux essentiellement, si vous me rappelez. Alors la première, c'était l'engagement d'améliorer les conditions de travail, et les salaires aussi. Ben, j'imagine que ça relève d'un petit peu certainement que les professionnels de santé réclament depuis très longtemps l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de leur niveau de vie. Je pense que ça c'est très important pour le bon exercice de ce métier noble qui rend service à toute la population. Mais je pense aussi que c'est un élément qui doit être intégré dans une croissance globale, dans un travail global de l'État algérien sur le plan économique qui doit développer sa croissance, voilà, où certainement il y aura des retombées sur l'ensemble des secteurs, et certainement le secteur de la santé, et c'est un secteur stratégique qui doit avoir sa part dans l'intérêt où l'État est appelé à le donner à ce secteur stratégique. Concernant les services civils, bien sûr, moi je pense que les résidents, ils ont demandé l'abolition du service civil depuis à maintes reprises, mais je pense que là, certainement, que le chef de l'État, s'il parle de cette éventualité, certainement qu'il y a une autre vision, parce qu'en fait, en réalité, on doit trouver toujours un équilibre entre le changement d'une méthode de travail par rapport à la couverture sanitaire de la population du Sud. Certainement que d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il y a des manières et des manières pour couvrir justement ces régions du pays. Assurer la couverture de ces régions. Il y a un dernier point peut-être aussi qui va un peu dans le même sillage de l'amélioration justement des conditions de travail, qui est la création prochaine d'une agence nationale de la sécurité sanitaire qui aura pour but donc de restructurer le secteur de la santé. Ça c'est très important et c'est une revendication ancienne aussi, professeur Ketfi, n'est-ce pas? Ben oui, ça c'est une revendication, je pense, c'est aussi qui est ancienne par tous les professionnels de santé, parce que en fait, on a besoin d'une haute autorité de santé qui permet de réguler le système de santé globalement, pas seulement dans la gestion, mais aussi dans les grandes décisions stratégiques en matière de prise en charge des patients, en matière de recherche et en matière de prise en charge thérapeutique, où on a besoin de standardisation de la prise en charge dans les différents types dans les différentes spécialités. C'est que dans chaque créneau, les professionnels de la santé ont besoin d'avoir une clarté, une vision claire, on va dire sorte de guidelines, une sorte de recommandations qui permet de donner la grande ligne directrice. Certainement que chaque médecin il a une vision qu'il développe à travers son expérience, sa formation et puis l'expérience qu'il a acquis pendant son travail, son exercice. Mais les grandes lignes doivent être tracées par la haute autorité de santé. Oui, on va fermer cette parenthèse de l'actualité. On a vraiment tenu à vous faire partager un peu l'actualité d'aujourd'hui parce qu'elle est en rapport avec l'évolution de la pandémie. Nous avons avec nous par Skype le professeur Jaballah Hakim depuis New York. Il est spécialiste en virologie et en cancérologie. Il est ancien directeur de l'Institut Pasteur de Séoul en Corée du Sud. Professeur, bonsoir, ou bonjour, puisqu'il est 11h30 chez vous. Bonjour. Alors les États-Unis sont les premiers sur le triste podium des infections au coronavirus avec un demi-million de cas et un taux de mortalité les plus élevés. Alors quelle explication pouvons-nous donner aujourd'hui à cette hécatombe? Et est-il normal que des systèmes de santé des plus développés au monde soient mis à rude épreuve devant cette pandémie? Je ne vous entends pas bien. Alors je disais que les États-Unis sont les premiers aujourd'hui sur le triste podium de la pandémie, avec un demi-million de cas infectés. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez, professeur? Je n'entends rien. Il y a beaucoup de mouvements. On va vous rappeler, professeur. On va essayer de vous rappeler. J'en viens à vous, professeur Ketfi, avec les chiffres de la pandémie chez nous. Nous n'avons pas encore atteint le pic, hein, ça prend du temps vraisemblablement. Les chiffres dont nous disposons évoquent donc 1914 cas aujourd'hui et 293 décès. Dites-nous un peu comment
vous vivez cette pandémie aujourd'hui au niveau des hôpitaux? Êtes-vous sous pression? Oui, certainement. Je pense que la réponse est claire. Oui, tout le système de santé à travers le monde est sous pression. L'Algérie ne fait pas l'exception, certainement. Et je pense qu'on était plutôt surpris par cette pandémie. Un virus comme ça qui a pris de l'ampleur rapidement en Chine, puis a envahi l'Europe, qui devient l'épicentre principal, maintenant les États-Unis. L'Algérie était en fait pratiquement en parallèle avec l'Europe. L'Algérie a été touchée, mais fort heureusement que je pense que l'Algérie a pris des mesures de confinement qui n'étaient pas draconiennes, mais que je pense que c'était suffisante pour ralentir la progression de la maladie dans notre pays. Je pense que c'est une bonne chose. C'est que, est-ce que vous sentez en fait la pression au niveau de votre service déjà? Est-ce que vous voyez beaucoup de patients touchés par le Covid-19 aujourd'hui? Bon, d'abord, je tiens à préciser que d'abord, comme maladie, donne des pressions, fait de la pression au niveau du système de santé, parce que c'est une maladie qui est hautement contagieuse, qui a une situation de pandémie, qui a une mortalité élevée. Donc en fait, le personnel de soins, ils se sont directement concernés dans il est vulnérable en lui-même, il est concerné par l'infection, et donc par conséquent, déjà, ça donne une pression. Et en plus, il faut s'organiser d'une autre manière. C'est que notre travail habituel doit totalement être bouleversé. On doit arrêter certaines activités, on doit commencer d'autres. On doit changer nos systèmes de garde, notre système de travail. Ben ça crée une pression énorme. On doit impliquer pas mal d'intervenants dans la gestion de cette crise. Et en plus, il y a les malades qui arrivent, qui commencent à arriver. Maintenant, en fait, on a un certain nombre de patients. Vous en avez combien? Régulièrement, je ne peux pas répondre directement, mais je pense qu'on a toujours des patients qui arrivent. Est-ce que vous faites des prélèvements sur place? Vous faites des prélèvements au niveau du CHU de Ruiba? Oui, on fait pratiquement tout. On reçoit le patient dès qu'il a des symptômes ou un patient qui a une symptomatologie sévère, on peut le recevoir. Et après, chez ce patient-là, on pratique un certain nombre d'examens pour d'abord s'assurer que réellement il s'agit de Covid-19 ou d'une infection à coronavirus. Et après, une fois... Vous les envoyez où, les prélèvements? Vous les faites on envoie à l'Institut Pasteur. D'accord. Quand il s'agit... non? Vous ne travaillez pas aujourd'hui avec Nimsos parce qu'ils se font aussi au niveau de... J'arrive. On demande de la PCR à l'Institut Pasteur. Ça, c'est un type d'analyse pour la confirmation. On fait la sérologie. On a commencé à faire la sérologie au niveau de l'hôpital de Ruiba cette semaine. Et puis la TDM thoracique on fait sur place. On travaille avec certains collègues privés qui arrivent à nous assurer quand même un minimum de travail dans ce sens. Et c'est très intéressant parce qu'il est très important de ne pas déplacer les patients loin. Malheureusement, nous, on n'a pas un scan sur place. Et puis des bilans de base, on fait les bilans de base au niveau de l'hôpital et après on arrive à cerner un petit peu la pathologie. Et une fois que c'est le cas, je pense que tout ça, on le fait en général rapidement. Oui. Tout ça, on le fait en général dans les 24-48 heures, on fait tout ça. Et après, on entame carrément le traitement. Bien sûr, il y a certains examens qu'on demande, pré-thérapeutiques, et on entame le traitement. Et en fait, en réalité, on est satisfait de la prise en charge de ces patients. En fait, réellement, c'est les patients Est-ce qu'il y a beaucoup de cas qui vont aujourd'hui en réanimation? C'est une question qui était destinée à professeur Awameur, mais elle n'est pas encore arrivée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des cas qui sont avec des complications? Je pense que la réponse, c'est le professeur Awameur, qui est réanimatrice, qui peut répondre mieux à cette question. Est-ce que vous avez des patients que vous avez déjà orientés vers... Mais moi, je peux répondre concernant notre travail, parce que nous, en fait, moi, je suis pneumologue et je suis responsable de l'unité Covid au niveau de l'EPH de Ruiba. Oui. Donc en fait, on reçoit des patients et on préfère recevoir des patients déjà en stade léger, modéré, où on peut réellement apporter un plus. Les patients de réanimation, on reçoit, mais fort heureusement, on ne reçoit pas beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, on a eu des patients où on a transféré dans des services de réanimation à Bab-Loued ou d'autres services de réanimation. Qui sont ces patients, ceux qui vont généralement en réanimation, peut-être pour rassurer un peu les gens, qui est généralement touché de cette manière grave de la maladie?
Ben, je pense il y a un certain nombre d'éléments qui constituent un terrain particulier pour que le patient se dégrade rapidement en matière de fonction respiratoire. Ce sont essentiellement les sujets âgés, les sujets tarés qui présentent des comorbidités. Ce sont des patients qui sont vulnérables à l'infection et qui développent rapidement une détresse respiratoire. Ben, le patient, souvent, ce sont des patients qui sont venus nous voir déjà à un stade avancé de la maladie. Oui. Et ça, c'est particulièrement au début. Ça, c'est particulièrement, on a vu ces cas-là. C'est-à-dire les gens ne connaissaient pas le développement de la maladie. Au début, certains patients qui traînaient parce qu'en fait, la maladie n'est pas connue. Et les médecins et les radiologues, quand ils voient un patient au début de la maladie, en fait, ils ne pensaient pas au Covid-19, ils pensaient qu'il s'agit d'une pathologie simple. Donc, on commence à donner des traitements. Et après, ces traitements vont perdre du temps. Et après, le patient peut éventuellement venir en situation de détresse. Et là, on n'a pas le choix, on doit l'envoyer en réanimation. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'un véritable problème, celui des chiffres, justement. Les dépistages ne sont pas faits partout, notamment dans certaines wilayas du pays qui sont un peu peut-être reculées. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui, à votre niveau, par exemple, les scanners thoraciques? Est-ce que ça peut aider aussi? Le scanner, pour nous, dans notre service, le scanner, c'est l'élément principal. Oui. Donc, en fait, on se base, la majorité de nos patients, on les traite sur scanner, oui. Non pas sur la PCR, donc ne pas sur les analyses. Donc, en fait, on reçoit un patient qui a une symptomatologie clinique qui est évocatrice, qui a une image radiologique qui est compatible. Et après, c'est bon, on le considère comme étant un Covid. Bon, souvent, il y a des notions de comptage, etc., qui vont encore renforcer cette forte probabilité. Et après, on a des examens à faire et on entame le traitement. Donc, le scanner, pour nous, il constitue un moyen de diagnostic et d'évaluation aussi de l'importance de la maladie, mais aussi un moyen de suivi de la maladie, parce que par la suite, à la fin, quand on traite et on arrive à la fin du traitement, demain on fait un scanner, on va voir combien le patient a évolué, d'accord, il a bien évolué sur le plan clinique, mais radiologiquement ou scanographiquement, comment il a évolué. Est-ce qu'il y a un suivi aussi après la guérison, pour les sujets par exemple qui sont guéris? Est-ce qu'il y a un suivi après? Très bien, mais certainement qu'on a prévu tout ça, parce qu'en fait, le patient doit le prendre dans sa totalité, du début jusqu'à la fin. Donc on a prévu d'abord, en fait, on n'est pas encore à ce stade, parce que nos premiers patients ont commencé à sortir cette semaine. Donc, mais on a prévu de les revoir de nouveau pour des examens de contrôle et certainement un scanner de contrôle pour voir l'évolution de leur état sur le plan imagerie. On arrive un peu au traitement aujourd'hui qui a été donc le protocole de traitement qui a été adopté par le pays, en l'occurrence l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous l'utilisez à votre niveau? Bon, les patients sont mis automatiquement sous hydroxychloroquine. Si vous permettez, je reviens un petit peu sur les chiffres, parce que vous m'avez parlé des chiffres et je n'ai pas répondu sur la question. Pour les chiffres, en fait, si on fait un petit peu un parallélisme entre le nombre de cas confirmés en Algérie et le nombre de décès, on va dire que la mortalité en Algérie est aux alentours de 13%. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la mortalité algérienne avoisine la moyenne dans le monde, c'est-à-dire dans les 2-3%, et qu'en réalité, il faut... On dit finalement que le nombre de décès, c'est le seul indice auquel on peut faire confiance aujourd'hui. Exactement, le nombre de décès qui peut être représentatif, voilà, en fait. Qui est le mieux représentatif. En général, on peut rater quelques cas. Oui, on va juste écouter l'appel à la prière et on revient après, professeur Kefti. Merci. Ketfi, pardon. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et nous venons donc de recevoir finalement professeur Aouama Rachida, vous êtes chef de service de réanimation au niveau de l'hôpital Bainem. Merci de nous rejoindre et de venir directement des urgences. Merci madame. J'en viens à vous, professeur Ketfi. Nous parlions justement de la chloroquine et la mise de vos patients justement sous ce traitement. Bah, très bien, succinctement, on va dire d'abord, je reviens sur les chiffres, on va dire que c'est la mort, c'est les chiffres de nombre de décès qui est plus représentatif que le nombre de cas, parce que sachant bien que le ministère de la Santé parle de cas confirmés, mais les cas confirmés ne représentent pas la réalité. En fait, si on fait un dépistage massif, j'imagine qu'on va rejoindre le nombre de décès, plutôt la moyenne mondiale. Voilà, 2-3%, et le nombre de cas, par contre, il doit être beaucoup plus élevé que les cas confirmés. Concernant la chloroquine, effectivement, on utilise la chloroquine, on utilise l'azithromycine. C'est un protocole qui a donné de bons résultats ailleurs, et en fait, il y a un background de ce traitement, déjà qui remonte aux années 2000, 2003, 2004, où déjà la chloroquine a prouvé son activité antivirale sur le corona, d'autres types de corona, sur le SARS, le MERS, etc. Et maintenant, en fait, les chercheurs se sont basés sur ça pour tester ce traitement en Chine et en France, et ça a donné de bons résultats, et c'est le cas apparemment chez nous. Oui. Moi, ce que je voulais rajouter pour la chloroquine, c'est que c'est quand même une molécule qui est connue, que tout le monde connaît, que les praticiens connaissent, puisqu'ils l'utilisent dans d'autres pathologies. On l'utilise par exemple pour les maladies immunologiques, pour le malaria. Donc, par rapport aux autres molécules, c'est une molécule ancienne, c'est pas nouveau, oui. Voilà, donc on connaît tous les effets secondaires de la molécule et les contre-indications. Donc, c'est pratiquement facile, c'est une molécule qui est facile à manier, qui est facile à utiliser, d'autant plus qu'on la connaît, ça fait depuis quand même 30 ans. Oui. Donc, est-ce que vous l'utilisez en réanimation, justement, professeur Oui, on l'utilise pour les malades de réanimation, quoi qu'on dit. C'est-à-dire justement parce qu'on dit qu'elle n'est efficace qu'au début de la maladie. Mais on n'a pas autre chose. Donc, c'est le seul traitement spécifique qu'on utilise. Donc, on l'utilise pour les malades avec l'azithromycine, avec la vitamine C et avec le zinc. Oui. Voilà, on fait une association et on l'utilise pour les malades de réanimation. Alors, qui dit malade de réanimation, ça ne peut pas dire que c'est un malade qui est inconscient. Les malades de réanimation peuvent être conscients. Justement, je voulais vous poser la question par rapport, parce que vous n'étiez pas là, mais c'était une question que je vous avais réservée justement par rapport aux patients qui arrivent en réanimation. Est-ce que vous en avez beaucoup aujourd'hui justement au niveau de votre service? Et qui sont ces patients? Parce qu'on est curieux de savoir chez qui les complications sont vues justement dans cette pathologie. Alors, les patients de réanimation beaucoup de patients sont des personnes âgées. C'est des personnes âgées à partir de 70 ans. C'est-à-dire, actuellement, dans le service, on a des malades de plus de 70 ans. Oui. Et c'est des personnes qui sont
tard et qui ont d'autres pathologies associées. C'est des patients qui sont hypertendus, qui sont diabétiques. Rarement, il y a des femmes. C'est-à-dire sur toute la population qu'on a eu, on a eu une seule femme. C'est surtout les hommes qui sont touchés. C'est ça la particularité. Oui. On n'a pratiquement pas eu de sujet jeune au-dessus de 46 ans. Oui. Voilà. On va essayer peut-être de joindre le professeur Djaballah par téléphone. Je ne sais pas si on l'a. On l'a pas encore. Donc, on reste avec vous, professeur Aouamer, justement par rapport donc, à la réanimation. Est-ce que la chloroquine a aujourd'hui des résultats positifs? Parce qu'on en a beaucoup parlé, ça donne des espoirs. Quels sont les premiers résultats? Ils sont positifs. On utilise, par exemple... Il y a beaucoup de gens qui sont guéris oui. À votre niveau. On pense que c'est la chloroquine qui donne de bons résultats. Associés à des antibiotiques. Associés à des antibiotiques, bien sûr, pour potentialiser justement l'effet de la chloroquine. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, d'autant plus que les études sont contradictoires. Il y a une étude qui est sortie le 10 avril, elle dit que la chloroquine n'est pas efficace. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que malgré toutes les études qui sont controversées, les études chez nous sont positives. Je ne sais pas si professeur Ketfi a la même... Il disait la même chose à l'instant, oui. Oui. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que la chloroquine donne pour les malades. Moi, je suis entièrement d'accord. Oui. Je suis entièrement d'accord et je suis entièrement d'accord aussi concernant les effets secondaires. Je pense qu'il y a une grande polémique qui n'a pas eu lieu d'être carrément. C'est qu'en fait, cette molécule, elle a bien précisé professeur Aouamer, concernant que c'est un médicament qu'on connaît très longtemps, qu'on connaît réellement, qu'on le connaît sur le terrain. Ce sont nos malades qui ont reçu ça. Moi, d'ailleurs, mes malades, ils me disent que c'est un médicament que je le prends depuis longtemps. Et dans des maladies... il y a des contre-indications quand même. Il y a des contre-indications, c'est clair qu'il y a des contre-indications, mais ce sont des contre-indications gérables. Il faut que le médicament soit sous supervision médicale, sinon c'est gérable et on arrive à le gérer de façon, je pense, tout à fait maîtrisable. C'est-à-dire que quand un malade avant de le mettre sous chloroquine, on fait un ECG, on fait un ionogramme, une kaliémie. Vous avez un peu anticipé sur ma question, j'allais vous dire qui sont les personnes ou quelles sont justement les pathologies qui peuvent contredire l'usage de la chloroquine. Alors vous avez des patients qui ont ce qu'on appelle un QT qui est long. Les patients qui ont un QT long présentent une contre-indication à la chloroquine. Les patients qui ont une hypocalémie présentent une contre-indication à la chloroquine, qui ont une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique. Il ne faut pas oublier le diabétique. Le diabétique qui a une rétinopathie diabétique est une contre-indication à l'indication de la chloroquine, parce que ça risque d'aggraver sa rétinopathie diabétique. Si on respecte toutes ces contre-indications, qui sont quand même pas très fréquentes, donc on peut mettre le malade le plus normalement possible sous traitement. Oui. Et on a avec nous finalement le professeur Djaballah par téléphone, puisqu'on n'a pas pu l'avoir par Skype. Professeur Djaballah Hakim, bonsoir. Bonsoir. Alors, on voulait faire un point, puisque vous êtes à New York, on voulait faire un peu le point là-bas. On disait que les États-Unis sont aujourd'hui le premier pays sur le triste podium justement de la pandémie, avec plus d'un demi-million de cas de contamination, avec un très fort pourcentage donc, de mortalité. Comment expliquer aujourd'hui justement ce taux de mortalité explosif? Et est-ce que c'est normal que des pays avec des systèmes de santé aussi développés soient mis à l'épreuve par cette pandémie? Ce n'est pas vraiment une relation avec les pays qui sont développés ou qui ne sont pas développés. C'est beaucoup plus avec la vitesse avec laquelle ce virus est en train de se propager à travers le monde. Oui. Donc le cas des États-Unis, spécialement pour New York, c'était beaucoup plus que les frontières n'ont pas été fermées pour les voyageurs en provenance de l'Italie. Donc il y a eu un très bon nombre de voyageurs en provenance de l'Italie et qui n'étaient pas vraiment inspectés à New York, à l'aéroport. Et en conséquence, ces gens ont été partis dans leur ville ou dans leur quartier. Donc ça a donné un point d'entrée pour le virus aux États-Unis. Et en plus, les hôpitaux n'attendaient pas un très grand volume de beaucoup de malades qui souffrent de la grippe.
Donc, le virus était arrivé durant la période de la grippe. Donc, il y a eu beaucoup de cas à cause de la grippe, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de diagnostiquer le virus corona et le virus influenza. Donc, une fois que les autorités ont pu faire des dépistages qui allaient maintenant à 120 000 par jour, ils ont pris la décision d'hospitaliser la majorité de ces patients et d'essayer de voir s'ils peuvent faire des traitements au niveau des hôpitaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la première vague des infections qui était arrivée aux États-Unis. Oui. Et j'espère que l'État de New York va sortir de cette première vague dans 2 ou 3 semaines. Oui, j'aimerais vous faire réagir un peu sur la situation en Algérie aussi. Alors, en Algérie, on est à 1914 cas. On attend le pic dans les prochains jours. Alors, comment faire aujourd'hui pour y arriver avec un minimum de dégâts? Je pense que pour l'Algérie, la situation est un peu différente parce qu'il y a eu peu de cas importés de l'étranger. Notamment pour moi, le patient zéro de l'Algérie, c'est l'italien. Donc depuis le mois de février et maintenant on est au 13 avril, donc on a vu des cas de décès. Les cas que vous m'avez dit, là, les 1914, pour moi, c'est des nombres symboliques parce qu'on n'est pas en train de faire beaucoup de dépistage en Algérie. Oui, absolument. Par contre, en Algérie, je pense... on était chanceux d'avoir une semaine d'intervalle derrière les pays de la Méditerranée, notamment l'Italie, l'Espagne et la France. Et donc avec ce confinement, bien qu'il a commencé partiel, et maintenant je pense qu'il est en bonne voie, je pense qu'on a pu aider la situation de stopper la propagation de ce virus à travers le reste du territoire national. Oui. Alors il y a une nouvelle étude, justement, parce qu'on ne connaît toujours pas très bien cette maladie. Il y a beaucoup de choses qui évoluent au fil du temps et des informations aussi qui se développent au cours du temps également. Il y a une nouvelle étude chinoise qui vient un peu dire que le virus finalement ne s'attaque pas au système respiratoire, mais plutôt à la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène qui serait affecté. Alors est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Et est-ce que cela peut changer les pistes justement de traitement? Oui, tout à fait. Il y a eu donc on est dans la vague de l'hystérie maintenant et il faut qu'on fasse très attention à toutes ces petites études qui ont été faites après les faits. Donc lorsqu'on fait des études après les faits, généralement on a une hypothèse et on essaye de trouver une réponse de force. Le virus du corona, spécialement le virus qui nous a visité la 3e fois, n'est pas vraiment intéressé dans les globules rouges parce que les globules rouges n'ont aucun récepteur pour que le virus puisse y entrer. Donc cette hypothèse, elle est déjà faute au niveau du départ. Il y a des cas où les gens qui sont très infectés, notamment lorsque le virus entre le système lymphatique de ces patients, il y a beaucoup de bactéries qui entrent avec. Et ces bactéries qui sont en train de faire des dégâts au niveau de ces cellules rouges. Donc par conséquent, lorsque ces gens vont voir la pathologie, ils vont trouver qu'il y a peut-être des interactions entre de l'hémoglobine qui n'est pas oxydée avec ce virus. Et moi j'étais surpris par cette petite équipe chinoise qui ont pu arriver à des conclusions vraiment dangereuses pour le reste du monde. Parce qu'on ne veut pas de l'hystérie. Et on sait qu'il n'y a pas vraiment de différence des gens qui sont infectés qui dépendent de leur groupe sanguin. Donc, il y a beaucoup de chercheurs comme moi qu'on a vu cette annonce par le petit groupe chinois. Il y a des gens maintenant qui se sont intéressés à faire à peu près la même analyse au niveau des hôpitaux à New York, et en ce moment, on n'a pas des résultats.
L'étude a été réconfortée par la FDA, le Food and Drug Administration, aux États-Unis, qui a autorisé justement le traitement avec la purification sanguine, une sorte d'hémodialyse dans les cas d'insuffisance respiratoire. J'ai pas vraiment entendu, si vous voulez répéter. Oui, je vous disais que l'étude a été réconfortée par la FDA, the Food and Drug Administration aux États-Unis, qui a autorisé le traitement avec la purification sanguine. Le traitement pour la purification sanguine, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont guéri. Oui. Mais je n'ai pas encore vu que le FDA en ce moment est intéressé à une petite histoire qui vient de la Chine. Donc maintenant, le FDA il vient de donner un feu vert à beaucoup de compagnies qui ont un essai diagnostic de voir si les patients qui ont guéri de la COVID-19, est-ce qu'ils sont en position de produire des anticorps dans leur sang. Oui. Alors, une autre petite question aussi pour vous, professeur Djaballah, c'est par rapport à la contamination des animaux domestiques. Est-ce que cela peut être dangereux, parce qu'on a constaté dans plusieurs pays où des animaux domestiques ont été testés Covid-19, est-ce que cela peut être dangereux pour l'homme? Je pense que la majorité des cas qu'on a vus en ce moment à travers le monde, et il y en a vraiment peu de cas. Et là où il y a eu une transmission vers l'animal domestique, il y avait des chiens et des chats, et la cause, c'est l'humain qui a infecté l'animal domestique. Et comme l'animal domestique, il a à peu près les mêmes récepteurs au niveau des poumons qu'on a, l'animal va développer le Covid-19. Malheureusement, l'histoire des deux chiens que je connais à Hong Kong, ils sont morts à cause du Covid-19. Oui. Alors, une dernière question sur laquelle vous vouliez justement personnellement répondre, c'est par rapport à l'état mental. Est-ce que cela peut affecter justement, est-ce que cela peut aggraver la maladie ou affaiblir notre immunité finalement? Le fait qu'on soit anxieux et stressé. Absolument. Moi, j'essaie de calmer les gens. J'essaie de dire à ces gens d'éviter de lire tout ce qu'il y a sur les médias sociaux et surtout avec tout ce qui est fake news parce que les gens n'ont pas beaucoup de données, ne comprennent pas la situation et par conséquent, ils vont être stressés, ils vont avoir de l'angoisse. Oui. Mon meilleur exemple, c'est les gens qui sont âgés. Le dernier, il était âgé de 110 ans. Il a eu le Covid, il était hospitalisé et il a guéri et il est ressorti de l'hôpital. Et lorsqu'on lui a demandé comment vous avez fait, monsieur, parce que vous êtes dans la catégorie la plus dangereuse, sa réponse était très simple. Je m'en fous de tout le monde, je suis content. Et chaque jour avant que je dors, je prends un petit verre. Oui. Donc c'est un appel un peu aux gens pour ne pas stresser. Merci beaucoup, professeur Djaballah, d'avoir été avec nous depuis New York. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci, au revoir. Alors, j'ai envie de vous faire réagir, justement, peut-être revenir sur la première question que j'avais posée au professeur Djaballah, qui est par rapport au pic. Alors, aujourd'hui, on n'en est pas encore au pic, on y arrive lentement, finalement, la maladie évolue lentement, enfin, la pandémie évolue lentement chez nous. Comment peut-on arriver, justement, au pic avec un minimum de dégâts? C'est le confinement, hein. Il faut rester à la maison, il ne faut pas sortir. Oui. Il faut respecter les mesures barrières, qui sont très importantes. Il faut respecter la distanciation. Et je pense que le pic va être retardé et ce pic va nous laisser le temps de prendre les malades qui sont déjà hospitalisés chez nous, qui sont hospitalisés en réanimation. Comme ça, on va retarder ce pic et on aura le temps de faire sortir les malades, ces malades qui sont hospitalisés, pour pouvoir recevoir d'autres malades, justement. Est-ce que c'est inévitable, professeur Ketfi, d'arriver au pic, finalement? Bon, je pense qu'on est déjà en situation qui est presque en plateau. Donc en fait, c'est-à-dire par rapport au schéma en fait de la pandémie. Plateau, particulièrement à Blida, je pense le nombre de cas n'augmente pas. On ne voit pas que la courbe augmente. Peut-être ça augmente plus à Alger.
Moi, je pense que les mesures donc, pour éviter tout ça, c'est les mesures de confinement, c'est le premier élément, les mesures de distanciation, de lavage des mains, etc. Et aussi une mesure qui est aussi importante, c'est le dépistage massif. On doit dépister plus et traiter plus. Donc l'idéal, c'est de traiter, c'est de dépister le maximum de gens et de traiter le maximum de gens. Je pense qu'avec ça, on peut aussi casser la courbe. Mais certainement, on ne doit pas donner de faux espoirs que dépister et traiter seul, moi je pense que ce n'est pas suffisant. Donc le confinement, je pense que ça reste toujours l'élément le plus important. Et je pense aussi que dépister et traiter, c'est un élément aussi très important qui permet d'aider le confinement à casser la courbe rapidement. Oui, on va essayer peut-être d'ouvrir l'antenne aux téléspectateurs pour pouvoir poser leurs questions pour ce dernier quart d'heure de l'émission. Alors professeur Aouamer, vous voulez justement parler du dépistage également, de l'importance du dépistage aujourd'hui pour casser la courbe de la contamination justement. Oui, effectivement, le dépistage vous rencontrez est très beaucoup de difficultés justement dans le travail par rapport à... Et justement, j'ai été retardée pour ça, parce que les kits n'existent, il y en a de moins en moins, parce qu'on les a utilisés, il y en a de moins en moins. Donc on n'arrive pas à faire un dépistage. Et ceci retarde l'hospitalisation des patients dans les services Covid, qui sont dédiés au Covid. Donc le malade vient, il vient aux urgences, on fait le tri. Oui. Celui qui est suspect, on doit lui faire un dépistage, on doit lui faire un examen complémentaire, que ce soit la RT-PCR ou bien le test rapide, tout dépend de la période à laquelle il arrive. Sinon, actuellement, on se rabat de plus en plus sur le scanner. Le scanner, c'est un examen complémentaire où on a le résultat rapidement. Il nous permet de faire des diagnostics positifs, des diagnostics différentiels, et il nous permet de plus de décider où c'est qu'on va hospitaliser le patient. C'est-à-dire que selon l'étendue de la maladie, on va voir si c'est une maladie, si la maladie elle est très étendue, on va hospitaliser le patient par exemple en réanimation, parce qu'on sait que le patient risque de s'aggraver, il aura besoin de beaucoup d'oxygène. Sinon, lorsque l'étendue n'est pas très importante, on l'hospitalise en pneumologie ou en médecine interne pour qu'il puisse aussi recevoir le traitement adéquat et qu'il puisse être soigné dans de bonnes conditions. Alors, on va essayer d'ouvrir l'antenne peut-être pour les téléspectateurs. Professeur Kutfi, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la maladie? On reste sur la pneumonie virale, c'est ça l'explication de cette maladie finalement? On n'a pas le choix, c'est clair. En fait, nous, les pneumonies en général, et les pneumonies d'origine infectieuse en général, les pneumonies bactériennes, les pneumonies virales, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on a travaillé beaucoup avec. Essentiellement, les pneumonies extensives, on les voit et on sait très bien quand on voit une pneumopathie avec des opacités diffuses bilatérales chez un patient qui est fébrile et qui est dyspnique, on sait très bien que dans pratiquement 50% des cas, va basculer vers la réanimation. Donc en fait, on est devant la course, dans une situation de course contre la montre. On doit agir vite pour éviter justement le passage à la réanimation. On sait très bien que si le patient passe à la réanimation, il s'en sortira difficilement. Oui. Donc en fait, en général, on a une batterie d'examens et de traitements qu'on commence rapidement. Et là, en général, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est que le traitement il doit être horaire. C'est que notre pensée et réflexion, c'est que le plus tôt, si on fait un traitement 4 heures avant ou 4 heures après, on peut éventuellement changer le pronostic du patient. Donc en fait, on essaie toujours de faire... C'est un traitement de combien de jours, généralement? Ben là, je parle en général, là, oui. Je ne parle pas du corona, je parle en général concernant les pneumonies virales. Pour le coronavirus, le traitement est standardisé actuellement. Enfin, pour nous, pneumo, on donne un traitement standardisé déjà qui a été validé par pas mal d'équipes, mais aussi par le ministère de la Santé de 10 jours. Donc, chloroquine pendant 10 jours associé à l'azithromycine et avec d'autres compléments thérapeutiques que le professeur Aouamer vient de citer, zinc, vitamine C. Absolument. Alors, vous êtes également... alors, je suis curieuse de savoir comment vous êtes organisé dans le travail. Il y a un problème de pression. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui aussi que les autres pathologies sont un peu délaissées? Parce qu'il y a aussi des malades chroniques qui évitent aujourd'hui de venir par rapport à la pandémie et qui se retrouvent peut-être décompensés. Absolument. Est-ce que c'est un problème qui se pose aujourd'hui? Alors, vous avez deux catégories de patients qui arrivent aux urgences. Vous avez les patients Covid+, qui arrivent dans une structure qui est dédiée à cela. Et vous avez les autres malades qui arrivent et ils ont peur de venir à l'hôpital parce qu'ils savent qu'il y a le Covid+. Donc ils tardent à venir et ils arrivent généralement avec des complications. Par exemple,
maintenant, je viens d'arriver des urgences où 2 malades diabétiques ont été hospitalisés parce qu'ils avaient une acidocétose assez sévère, parce qu'ils ont tardé à venir et parce qu'ils avaient peur si vous voulez, d'être contaminés par le Covid-19 parce qu'ils savent qu'à l'hôpital, il y a les patients qui arrivent, Covid-19, Covid-19, Covid-19. Donc, automatiquement, le patient chronique tarde à venir. Il reste chez lui. Ils ont peur d'être contaminés, voilà, c'est ça l'idée? Voilà, c'est ça. Ils ont peur d'être contaminés. Donc, il reste chez lui jusqu'à ce qu'il arrive à des complications vraiment, vraiment sévères. Il vient à l'hôpital, il consulte. Mais parfois, c'est trop tard. Oui. Donc, ce que je demande, c'est que les patients qui sont chroniques, consultez, n'ayez pas peur, consultez, parce qu'il y a quand même un service qui est dédié à cela. Et il y a des personnes qui sont dédiées à cette prise en charge. Donc, consultez à temps, n'ayez pas peur, pour qu'on puisse vous prendre en charge à temps. Le Covid Plus est pris en charge. Il est pris en charge dans des structures qui sont spécialisées. Et venez consulter, n'ayez pas peur. Oui. Alors, dans cette infection justement au coronavirus, on a beaucoup incriminé la rapidité de la transmission parce qu'on dit que si dans une grippe on contamine une personne, dans le Covid-19 on contamine jusqu'à 3 personnes. Est-ce qu'il y a plus de charges virales justement chez les patients qui sont en réanimation? Je ne saurais vous dire. Oui. Je ne saurais vous dire parce qu'on ne mesure pas la charge virale en réanimation. Ce qu'on fait, on teste, on cherche le virus dans le nez ou dans la gorge. On le cherche par la RT-PCR, par la PCR. Si on trouve, c'est bon, on sait que le malade est infecté par le SARS-CoV-2. Oui, c'est ça. Et sinon, on dose les anticorps IgG, IgM. Oui. Mais pour vous dire, est-ce qu'il y a une charge virale qui est importante ou pas, je saurais vous dire. Oui. Professeur, justement, pour revenir un peu sur la transmission justement de ce virus, alors je le disais à l'instant, on incrimine beaucoup la rapidité de la transmission dans cette maladie. Très bien. En fait, en réalité, je reviens un petit peu sur le truc de la charge virale, ce qui a un lien avec la transmission. C'est que j'imagine que la charge virale est beaucoup plus importante au début. Et au milieu de la maladie, et un peu moins chez un patient qui est déjà en stade de détresse respiratoire éventuellement. Ça ne pose pas le problème sur le plan contamination, mais en fait, en réalité, on est appelé à dépister ces patients précocement et un stade, ou plutôt un stade intermédiaire, et traiter à ce moment-là et diminuer la charge virale à ce moment-là pour diminuer la contagiosité de la maladie. On sait très bien qu'elle est très contagieuse. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut agir, parce que si le patient passe en réanimation, déjà, il sera difficile. Et d'ailleurs, les lits de réanimation sont très coûteuses et sont trop limitées. Et ça sera une situation difficile. On va prendre un appel justement de Rachid de Cheraga. Oui, bonsoir monsieur. Allô, bonsoir. Oui, allez-y, posez votre question. Juste pour poser une question concernant qu'est-ce qu'on entend par personne guérie concernant le corona. Est-ce qu'il y a possibilité que ces mêmes personnes qui sont guéries peuvent encore attraper ce virus. Oui. Parce que là, je vois actuellement sur le monde, là, la Chine, qu'on disait que le taux a chuté, et je vois qu'il y a une légère reprise là, de mortalité ou bien des personnes atteintes, quoi. Merci beaucoup, monsieur Rachid. On va poser votre question. Les professeurs ici vont vous répondre. Allez-y, oui. Oui, en fait, nous, on considère, en fait, réellement, il y a des éléments qui sont internationaux, il y a des éléments qui sont spécifiques pour nous. Sur le plan international, on parle d'un patient guéri, d'abord qui n'a plus de température, c'est un patient qui n'est plus dyspnique, qui est plus symptomatique, hein, mais il n'y a pas plus que ça. On fait un TT embarrassé qu'on trouve disparition avec des radios, et on fait PCR, on trouve que c'est négatif à 2 reprises, 48 heures d'intervalle. Là, mais c'est quelque chose que réellement sur le terrain, on ne peut pas le pratiquer chez nous, particulièrement la PCR, on trouve des difficultés pour la faire pour des sujets malades. Alors là, pour un sujet guéri, moi personnellement, je ne peux pas faire ça parce que je préfère la réserver aux sujets malades et non pas aux sujets guéris. Et je me contente des éléments cliniques et des éléments scanographiques. Oui, professeur, vous voulez répondre? C'est la même chose. Oui. Nous, après 48 heures d'apyrexie, bon, si on a la chance... l'apyrexie? L'apyrexie, c'est le malade ne fait pas de fièvre. D'accord. Si on a la chance d'avoir assez de kits, on fait quand même une PCR, mais on a le droit de faire qu'une seule. Parce qu'effectivement, on la laisse pour les patients qui sont malades. Et puis le patient rentre chez lui avec 14 jours de confinement, une bavette, il reste à la maison seul et après cela, il est déclaré guéri.
Voilà. Normalement. D'accord. Complémente la réponse, parce qu'il a posé la question, est-ce qu'on peut reprendre une infection après? Donc en fait, on n'a pas d'immunité en fait, après. L'immunité, j'imagine que le patient il va développer une immunité une fois qu'il est infecté, mais c'est une immunité qui n'est pas à 100%. Donc le virus il peut muter, le patient il peut avoir une situation immunitaire qui est favorable à une infection. Donc elle n'est pas, c'est pas une sécurité totale, sachant bien que si le patient a fait une infection, il a certainement une immunité. D'ailleurs, le plasma, il peut être utilisé, le plasma du sujet guéri peut être utilisé comme protocole thérapeutique, et apparemment ça, dans certaines études, a prouvé un certain degré d'efficacité. Oui. C'est une maladie qu'on découvre, voilà. donc on n'en sait rien. Exactement. On n'en sait rien. Tout le monde est en train de découvrir. Il y a, par exemple, en Chine, il y a eu des malades qui sont guéris, et puis ils ont refait le dosage des PCR, ils les ont trouvés positifs. Alors ils ne savent pas, est-ce que c'est une réinfection ou bien c'est la continuité de l'ancienne maladie. Donc on n'en sait rien. Donc c'est une maladie à découvrir, et par la suite, je pense que d'ici quelques mois, on saura. Les médecins sont en plein apprentissage, en fait. Voilà. Alors, on revient un peu sur les mesures prises jusqu'ici. Alors, confinement, fermeture de commerce. À quel point ces mesures sont-elles importantes? Et il faut rappeler peut-être aussi aux gens l'importance du confinement. Le confinement, certainement, je pense qu'on a bien parlé déjà, on a insisté, on a dit que le confinement, c'est l'élément le plus important, et que, moi, je pense qu'il y a une relation proportionnelle très claire entre le niveau de confinement qui doit être strict et total, et une fois qu'il est comme ça, je pense qu'on va atteindre rapidement, on va dépasser rapidement le cap, et on va commencer vers le déclin de la courbe. Et plus que le confinement il est bien fait, certainement qu'il sera court, et plus qu'il est mal fait, certainement qu'il sera lent. Et on sera, et après, chez nous, ça risque d'être lent, alors, voilà, professeur. Là, je ne peux pas vraiment le dire parce que... Il y a toujours des gens qui vont dans les marchés, voilà, on ne respecte pas vraiment la distanciation. J'imagine que les éléments les plus importants ont été faits, essentiellement les cafés, les restaurants, les stades, les cinémas, etc., les écoles, les lycées, l'université, ce sont les choses les plus importantes. Je dis ça peut-être pour rappeler justement à la population et aux gens qui nous regardent l'importance justement du geste individuel qui peut sauver la collectivité. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de respecter la distanciation, et puis de ne pas, quand on va faire les courses, on n'a pas besoin de se ruer vers les produits et d'être l'un sur l'autre, c'est-à-dire respecter justement cette distance, n'est-ce pas, professeur? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il faut respecter le confinement. Pourquoi? Parce que ça va protéger les sujets qui sont fragiles, ça va protéger nos parents, ça va protéger nos grands-parents. C'est eux qui sont les plus fragiles. Donc il faut absolument s'en tenir à ce confinement. Il faut absolument. Et puis il faut respecter, il faut. Oui. Alors, on revient rapidement sur les mesures barrières, professeur Ketchi. C'est toujours important de le rappeler. C'est-à-dire les mesures barrières. Vous voulez parler de... Le lavage des mains. Ah oui, c'est un élément de base. En fait, on a commencé toujours les premières interventions sur ça. C'est que d'abord, le lavage, en plus du confinement, certainement qu'on doit toujours prendre nos précautions. En fait, c'est quelque chose qu'on fait nous quotidiennement, particulièrement au milieu particulièrement à l'hôpital. On est appelé à chaque fois qu'on touche quelque chose, on doit soit laver les mains, soit utiliser les solutions hydroalcooliques. Mais je pense pour la population générale, ça doit être la même chose. C'est qu'on doit réellement réserver, laver les mains de façon fréquente. Chaque fois qu'on touche à quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut laver les mains. Ne pas se toucher le visage en attendant de se laver justement. Il ne faut pas toucher la bouche, les yeux, le nez aussi par les mains, particulièrement si on a touché à quelque chose. Après avoir lavé les mains, ça c'est quelque chose de très important. Laver les mains, c'est une technique aussi qu'on doit, je pense que assez d'émissions ont été faites dans ce sens, comment on doit laver les mains et pendant une durée qui est plus ou moins prolongée. On doit utiliser ça, le savon simple, il peut neutraliser le virus. Je pense que c'est des éléments qui restent quand même très importants, en plus du confinement, de la distanciation à l'extérieur, distanciation même à l'intérieur, familiale aussi, ça c'est important aussi, et particulièrement par rapport aux sujets âgés, sujets vulnérables, sujets avec des comorbidités ou avec des tares, où sont les sujets qui sont grevés de mortalité plus élevée. Oui. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on voit ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde d'une manière générale avec ce qui se passe avec cette pandémie où le taux de mortalité est très important? Est-ce que c'est un aveu, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est un aveu d'échec de la médecine ou des systèmes d'alerte des pandémies? C'est pas un échec, mais c'est tellement brutal, comme c'est une épidémie. Et ce qui arrive, c'est brutal. Et personne ne connaît la maladie. On est en train de découvrir la maladie. Donc, on est en train d'améliorer, si vous voulez, la prise en charge de cette maladie, des malades qui présentent cette maladie. Donc, je ne pense pas que ça soit un échec. Mais ça va nous mettre en alerte
pour le futur, pour d'éventuelles d'autres épidémies. On va prendre un appel justement de Youssef d'Alger. Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir madame. Oui, allez-y, juste posez. une petite question. Oui, allez-y. C'est à travers toute la presse, même au niveau des chaînes étrangères, le taux de mortalité en Algérie est trop élevé par rapport au nombre enregistré de contaminés. On voit par exemple en Tunisie, au Maroc, en Égypte, 5 000, 4 000 cas, mais 20 morts, 10 morts. Ici, ça arrive à 300. Est-ce que c'est une question de prise en charge? Où est le problème? Qu'on nous explique le taux de mortalité est trop élevé par rapport au nombre enregistré. Voilà ma question, madame. Oui, merci pour votre question. On va vous répondre. Allez-y. Très bien, je pense qu'on a déjà au début de l'émission, on a parlé de ça. Certainement, moi je pense que la mortalité en Algérie rejoint la moyenne mondiale. Sur ça, moi personnellement... Les chiffres, parce que peut-être qu'on regarde le taux de mortalité par rapport aux chiffres qui sont avancés et qui ne sont pas finalement très représentatifs. En fait, c'est ça qu'il faut rappeler. D'ailleurs, même le ministère de la Santé parle de cas confirmés. Cas confirmés, ce n'est pas les cas réels. Les cas réels, certainement que c'est beaucoup plus important. Et si on calcule les cas réels, on va trouver que les cas réels sont beaucoup plus importants. Et si on réfère les cas réels aux mortalités, voilà, c'est un lien avec le dépistage. Ce taux de mortalité est rapporté aux patients qui sont dépistés. Comme on ne dépiste pas beaucoup, donc automatiquement, il y a un nombre beaucoup plus important de malades qui ne sont pas dépistés. C'est-à-dire qu'il faut dire finalement que le nombre de cas contaminés ou de cas dépistés, justement, ne reflète pas la réalité des choses. Voilà, exactement. Voilà. C'est ce qu'on voit à l'hôpital, en fait. Hein. On ne voit pas beaucoup de mortalité par rapport aux cas qu'on a vus et qu'on a traités. Pas du tout. Alors, il y a une dernière question aussi sur peut-être la banalisation qui est... Je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que ça a été une erreur de par le passé par rapport à l'épidémie du SRAS? Vous en avez touché un mot tout à l'heure. Du SRAS-CoV-1, justement. À l'époque, on avait commencé justement des recherches pour faire des vaccins, mais on avait fini par laisser tomber. Si on avait fait ce vaccin justement à l'époque, on aurait peut-être eu des traitements pour le SRAS-CoV-2. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Ça me rappelle un petit peu votre question d'échec du système de santé. Moi, je pense que c'est un échec du système de politique de santé mondiale. Oui. Ça, c'est un échec réel parce que moi, j'ai vu en fait des articles de 2002, de 2003, du SARS, etc., qui parlaient déjà qu'il y a des prévisions de l'apparition de virus qui vont éventuellement envahir le monde et qui vont faire, etc. Moi, je pense que c'est déjà les virologues et les épidémiologues. Moi, je suis clinicien, je ne suis pas très impliqué dans ce domaine, mais déjà, j'ai vu des articles qui déjà ont des prévisions dans ce sens et que, par contre, les mesures préventives dans ce sens, je pense que sur le plan mondial n'ont pas été n'ont pas pris au sérieux ces avertissements. Concernant votre question, c'est plutôt en fait, les recherches d'un vaccin pour le SRAS-CoV-1, le SRAS, l'épidémie du SRAS qui est... Moi, je pense, vaccin, je pense qu'il y a des tentatives qui ont été faites, mais ça n'a pas abouti. On a fini par abandonner. Et là, je ne sais pas ce que maintenant, dans le futur, ça va donner, parce que c'est un virus, je pense qu'il y a certaines caractéristiques dont je ne suis pas très spécialisé dans ce domaine-là, mais j'imagine, mais en fait, on a des connaissances dans ce sens que c'est un virus dont faire un vaccin, ce n'est pas facile, et en plus, c'est un virus qui change rapidement. Et ces changements donnent la possibilité de faire un vaccin. Ce n'est pas du tout facile, sauf s'il y a d'autres éléments qui interviennent sur le plan enfin, chez les virologues qui connaissent mieux ça. Oui. Je pense que quand même la Corée, le Japon ont une certaine expérience par rapport aux autres épidémies qui se sont passées chez eux. Donc ils savent que le confinement total est important, ils savent que les mesures barrières sont importantes. Donc, au Japon, il n'y a pas de confinement. Hein. Oui, mais ils font le dépistage. Ils font le dépistage massif. Absolument. Hein. Donc c'est quand même, c'est-à-dire ils ont quand même de l'expérience. C'est par rapport à eux qu'on est en train de découvrir cette maladie et de prendre les mesures qui sont nécessaires justement pour diminuer de ces malades et pour pouvoir essayer justement de ne pas avoir le pic, c'est-à-dire très rapidement. Oui, voilà. avec un minimum aussi de dégâts surtout. Voilà. Alors quelle est la plus grosse, j'ai envie de terminer sur ça, quelle est la plus grosse difficulté finalement que vous avez rencontrée que vous rencontrez encore, parce qu'on est en plein pandémie, et quel est l'enseignement finalement qu'on doit tirer qu'on doit en tirer?
La plus grande difficulté, c'est le dépistage, les kits. Les kits qui sont absents, qui sont pratiquement inexistants et on n'arrive pas à avoir un diagnostic. Il est vrai que je vous ai dit qu'on se rabat sur le scanner. Le scanner, il nous rend d'énormes services. Mais c'est-à-dire on aurait voulu quand même avoir les kits pour pouvoir faire le diagnostic et pour pouvoir dire que le patient est guéri. Oui. C'est très important. Hein. Y a ça. Et puis, il y a quand même peut-être une meilleure organisation. Hein. C'est-à-dire il faudrait qu'on se réorganise et qu'on revoie tout le système pour pouvoir prendre en charge justement des épidémies comme celle-ci. Je tiens à saluer justement les médecins généralistes de l'EPH Boulorine. Je tiens à saluer aussi les résidents, les assistants du service d'anesthésie et réanimation, les techniciens, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans le service d'anesthésie, réanimation et des urgences, parce qu'ils fournissent un énorme effort pour prendre justement en charge ces patients qui sont parfois difficiles à prendre en charge en réanimation. C'est des sujets âgés qui ont des tares, mais ils fournissent, je vous assure, d'énormes efforts. Oui, et nous saluons aussi, nous saluons toutes les blouses blanches à l'occasion. Alors, professeur Ketchi, vous-même, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette pandémie et quelles leçons en tirer justement? Les difficultés, je pense, les premières difficultés, c'est d'abord au début, c'est les moyens de protection. Voilà, c'est une difficulté qui était... C'est difficile de travailler en se sentant en danger. C'était une difficulté qui était plus importante au début, un peu moins maintenant, mais ça persiste encore. Et une difficulté d'organisation, de créer un circuit valable, fluide et efficace de prise en charge des patients, dès son arrivée jusqu'à sa sortie comme patient guéri ou orienté dans un service de réanimation éventuellement. Donc pour créer un circuit comme ça, étape par étape, ce n'est pas facile. En fait, on a créé le circuit, mais je pense que certains problèmes persistent. Et puis, éventuellement, pour le reste, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème de prise en charge. Concernant, je profite aussi de l'occasion pour remercier aussi mon équipe. Je remercie le personnel de l'hôpital de Louiba, mais j'insiste sur le service de pneumologie de l'hôpital de Louiba, voilà, qui prend en charge ses patients et qui fournit aussi des efforts. Voilà, que je salue par l'occasion, voilà, et bien sûr, je les encourage et je demande qu'on reste Quel enseignement, solide. Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la question, quel enseignement tirer justement de cette crise? On n'en est pas encore à la fin. L'enseignement, bon, je pense qu'il est clair, c'est que notre système de santé a besoin d'une révision radicale. Ça a été annoncé par le président de la République aujourd'hui. Exactement, radicale, et le rendre efficient et rentable aux patients. Je pense que c'est quelque chose de capital. Oui, merci beaucoup professeur d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Alors vous retiendrez de cette émission le confinement, restez chez vous, ça peut sauver des vies. Et puis aussi les mesures barrières, lavez-vous les mains à chaque fois que vous pouvez le faire. Merci encore de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission pour des commentaires ou des questions. Nous sommes très réactifs. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h. Merci encore. Je vous revois dans une semaine. Au revoir.